Et bon matin, bon midi et bonsoir à tous. Bienvenue à ce 5e épisode. Déjà 5. Bon matin. Déjà ou... Enfin, je sais pas. On est rendu quand même. Écoute, on a commencé ça en octobre. Ça fait 7 mois officiellement qu'on a commencé ce projet-là. Et aujourd'hui, on a un nouvel invité qui va nous accompagner. Hein? Fait qu'on a Maxime de Merveille, Destin et Bravoure. Une chaîne qui est surtout sur YouTube, si j'ai bien compris. Est-ce que ça tente de nous parler un peu de toi et de ton projet? Oui, donc je vous parlerai pas de moi trop longtemps. J'ai pas l'impression que c'est aussi intéressant que mon projet, que je pourrais pas vraiment vous parler très longtemps non plus parce que la chaîne de Merveille, Destin, Bravoure est en ce moment en jachère parce que je suis en train de préparer à repartir du nouveau contenu en lien avec un jeu de ma création. Ce serait ça que j'aurais à dire pour l'instant. Très intéressant. Et en passant, merci de me donner l'honneur de me joindre à aussi fabulissime rôliste en passant. Un plaisir de t'accueillir parmi nous. Je suis convaincu que tu as des choses très intéressantes à nous partager. Puis on s'en jasera, mais si on veut suivre ton projet, ça se passe quand même sur Merveille, Destin, Bravo ou tu as une autre page, un autre YouTube? C'est là, ça va être renommé, mais c'est bien le bon endroit pour vous préparer à me retrouver quand ce sera le lancement officiel. Parfait. Ben écoutez, hein, vous pouvez aller directement sur le lien YouTube que j'ai mis dans le chat si ça vous tente d'aller faire un petit tour. Sinon, sur YouTube, Merveille, Destin et Bravo, vous devriez pas chercher trop longtemps. Et si on va faire juste à côté, hein, on a Phil avec des comptes et des dés. Si tu nous parles un peu de toi et de ton projet? Oui, bonjour, bonsoir. Ceux qui suivent un peu la chaîne YouTube peuvent voir que ça progresse au niveau du actual play d'horreur liminale, Lovelace Resort. On a tourné le dernier épisode, fait que les parties 5 et 6 devraient suivre très bientôt. J'essayais juste d'espacer un petit peu dans le temps le tout. Fait que ça s'en vient. Le prochain projet n'est pas officiellement annoncé encore. Par contre, il y a quelque chose qui s'en vient à suite à JDR Extra. On avait comme surdépassé l'objectif de beaucoup. Donc, on va faire une nuit au Cusco, mais genre nouvelle génération. Ça va être au lieu de repasser, au lieu que ce soit les vétérans, là, les mêmes joueurs qui revenaient pour New Cusco 3, ça va être comme une espèce de spin-off avec des wannabe influenceurs qui veulent faire comme leur héros. Fait que ça va être d'autres personnes qui ont décidé, qui ont participé à JDR Extra, qui vont faire ça. On va essayer avec le système justement aussi d'horreur liminale au lieu de Dead Mall. Mais par contre, New Cusco 3 est toujours sur la tablette pour reprendre avec la gang initiale. C'est juste que là, il y a des problèmes de disponibilité qui font que c'est pas toujours facile. Donc, il y a ça qui s'en vient. Puis, si vous regardez cette vidéo en direct ce soir, samedi, c'est Je rôle à Nicolet qui se déroule le plus gros épique pour l'instant au Québec. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va en organiser un encore plus gros. Cette année, on a même monté à 19 tables. Fait que c'est encore plus de gens. C'est 95 joueurs. Puis ajouter à ça 19... non, même pas parce qu'on peut ajouter... Pépé. Là. Fait que ça veut dire c'est 100 joueurs plus 100 mètres de jeu en même temps. Fait que... OK. C'est pas un petit projet. Excellent. Mais si vous voulez suivre, le projet de Phil et des comptes et des dés, hein, Lovelace Resort et le futur projet à venir, le lien est dans le Twitch juste ici. Et si jamais vous ne me connaissez pas ici présent, je bois sans fromage. Hein. J'anime la chaîne ici avec de nombreux jeux de rôle, parties de D&D et du gaming en général. Alors, sur ce, je propose qu'on commence et qu'on saute directement dans le feu de l'action, parce que moi, je trouve que ce soir, Phil nous a amené des sujets bien intéressants. Pas que c'était pas intéressant avant, mais il y a des choses que j'ai envie de dire sur... Je suis moins connaissant du jeu de rôle dans le domaine du québécois. J'ai été très intéressé et très instruit avec ton discussion. Mais là, j'ai des opinions ici, puis j'ai hâte de vous les partager. Phil, ça te tente-tu de nous lancer le bal?
Certainement. On a un sujet beaucoup plus qui va quand même toucher un peu le Québec, on va dire, entre guillemets, là, mais c'est beaucoup plus sur les styles et les ambiances de jeux de rôle qu'on va jouer, on va parler ce soir. Entre autres, ce que je peux dire, c'est qu'on va parler de l'ambiance que les gens préfèrent, ce que nous on préfère aussi, puis c'est quoi qu'on peut aller chercher comme alternative, donc les possibilités. La première chose qu'on pourrait discuter pour un peu briser la glace, comme on dit, c'est vous, là, c'est quoi vos types de jeux de rôle préférés? T'sais, ça peut être le style, le système, l'ambiance, c'est quoi qui vous... qu'est-ce qui vient vous chercher? Et on vous invite aussi dans le chat, si vous écoutez ça en direct, de partager, justement, c'est quoi vos préférences, puis avec de la chance aussi, un pourquoi. Est-ce que ça te tente de nous lancer le bal, Maxime? C'est quoi ton préféré, toi? Hey, merci de me donner la chance de briser la glace. Comme ça va me dégêner un peu. Puis, On te met sur le spot, là, direct. Parfait, pas de problème. Pouvez-vous répéter la question? Mais non, je blague. Oui. Ben, je peux te gagner quelques secondes. Quels sont vos types de jeux de rôle préférés? Ça peut être autant le système, l'ambiance que le type. C'est déjà pour t'aider, Maxime, Wazabla, lui, il dit Grim, Gore et Power Fantasy. Donc ça, c'est pas mon genre, par contre. Moi, je préfère... Non, moi, les types de jeux qui vont m'attirer vont être peut-être un peu plus, peut-être réaliste-ish. Mais j'aime bien tout ce qui est magique, surnaturel, science-fiction, mais pas horreur, plus dans la magie, puis surtout s'il y a... du storytelling, c'est de l'histoire qui entoure tout ça. Ça, c'est vraiment ce qui va m'attirer. Là, j'essaie de répondre en regardant ce qui se passe dans le chat en même temps, mais là, tu dis storytelling et tout. Est-ce que c'est parce que tu dis que tu aimes des systèmes qui vont plus aller vers le storytelling, ou toi, même peu importe le système, tu dis que tu vas t'orienter vers le storytelling? Bien évidemment, il y a des systèmes qui se prêtent pas aussi bien au storytelling que d'autres, mais malgré ça, c'est plus fort que moi. Ça va se retrouver à raconter une histoire, faire du roleplay, comme on dit. Fait que je pense pas qu'il y a un système spécifique là, qui va imposer de faire le storytelling. Je pense qu'on peut y aller selon comme on se sent. Puis moi, c'est comme ça que je le sens souvent. C'est... Comme tu dis. Donc, cinquième édition, ça marche. J'ai jamais joué la 4e édition. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Il y en a qui ont des opinions à propos de la 4e édition, mais je suis certain que moi, j'aurais l'aspect raconter des histoires à travers ça. C'est comme tu dis, il y a des systèmes qui sont moins porteurs du roleplay en tant que tel. On va pas se mentir que Donjons et Dragons, c'est pas le système idéal pour être un système principalement roleplay. On peut le faire. On peut absolument avoir des parties de D&D, des campagnes entières où est-ce que tu fais pas un seul combat. Donjons et Dragons, comme système, te force, entre guillemets, à être un système de combat. Quand t'as 90% des stat blocks qui sont juste pour tuer plus de monstres, faut pas se mentir que le système, il nous pousse dans cette direction-là. 4e édition, ça, c'est un autre c'est un autre sujet qu'on n'est pas obligé d'élaborer ici. Mais j'ai encore beaucoup de choses à dire sur la 4e édition, puis des choses positives même. Mais on peut s'en garder pour un autre sujet peut-être. On peut juste résumer la 4e édition à bon système, mauvaise époque. Moi, je pense que c'est une bonne façon de l'apporter. Puis la 4e édition a rendu la 5e bonne. Moi, c'est la fondation de la 5e repose sur la 4e. Ils ont juste amélioré les choses. Mais, encore une fois, je tombe dans le piège de retourner dans le sujet que je dis que je n'ai pas attaqué. Moi, mon mood préféré, puis en fait, à ce stade-ci, je suis même pas sûr que je dirais que c'est mon préféré, c'est mes pantoufles. C'est celui que je suis confortable, celui que j'ai envie de faire
quand j'ai envie juste de me faire plaisir sans trop réfléchir, bien évidemment, c'est bon, le médiéval fantastique. Mais moi, j'ai une préférence pour le low magic. Ça paraît pas particulièrement si tu me suis sur Twitch et t'écoutes Dynasty, mes campagnes qui roulent maintenant depuis presque 6 ans, si on commence avec Donjons et Larrons que j'ai commencé. Mais je suis un grand fan du low magic. Je trouve que ça amène une chose différente. Quand tu as à peine de la magie, puis quand le joueur est pas certain s'il y a un fantôme dans le puits ou juste un petit zouave dans le fond qui fait du vacarme pour faire peur au monde, quand t'es vraiment pas certain, puis que t'envoies jamais de monstre, le premier monstre que t'envoies à ce groupe-là, là, ils ont pas de plaisir. Quand ils ont passé littéralement 6 mois à jouer puis qu'ils ont jamais vu un monstre, juste des tannants, des bandits ou des affaires, là, soudainement, il y a quelque chose d'horrible. Je trouve que ça amène un punch vraiment plus. Mais ouais, moi dans mon cas, là, mes pantoufles, c'est le médiéval fantastique low magic. Quand même. Et, de mon côté, moi je dirais que vous aussi, pas mal c'est dur. Les pantoufles sont durs à enlever des fois, là, le D&D et compagnie, là, mais aussi je dirais que je pense que je suis beaucoup influencé par mes joueurs qui sont très pantouflards aussi. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un je suis quand même quelqu'un qui essaye beaucoup de systèmes et autres, puis des fois qui dit ça pourrait être le fun de peut-être jouer un petit peu ou d'essayer de cool. Mais c'est sûr que tout ce qui est plus le côté médiéval, ça me parle quand même beaucoup. Pas nécessairement fantastique, médiéval renaissance. C'est sûr que j'ai quand même grandi avec plein d'épopées et autres. Mais sinon, je dis pas non à tous les systèmes ou les tendances horreur. Puis un petit peu de sci-fi pour changer la palette de goût. Mais moi, tout ce qui est ambiance un peu plus sombre, grise, avec une petite tangente horreur. Vu que l'horreur, il y a tellement de sous-catégories, je trouve qu'on peut jouer avec ça. Là. Moi, je pense que j'aime quand même beaucoup ça. Qu'il y ait toujours de quoi de crunchy ou à réfléchir, puis que ce soit pas juste nécessairement du porte-monstre trésor, même si une fois de temps en temps, c'est quand même agréable à rouler. Là, un donjon bien fait en porte-monstre trésor, ça peut te donner quand même des belles expériences. Là. Je pense que c'est vraiment là-dessus sur lequel je surfe le plus, mais j'ai joué beaucoup à du contemporain, là, Supernatural, là, avec des horreurs liminales, là, Dead Mall. Il y en a plusieurs de jeux comme ça. Sinon, pour continuer un petit peu en sous-question, il y a Wazabla, justement, qui avait dit comme petite sous-question, encore une fois, est-ce qu'une simplification des règles de jeu laisse plus de place à du storytelling par rapport à ce que tu avais dit tantôt, Maxime? Il y a des personnes qui ont donné leur opinion dans le chat, mais je suis curieux de vous savoir de votre côté à vous. Parce que on en a vu là, des systèmes très très crunchy là, comme Waylander ou Pathfinder, Donjon Dragon est dans le moyen croquant, là, mais qu'est-ce que ça vous parle, ça, là, par rapport à est-ce qu'une simplification des règles, ça laisse-tu plus de place à du storytelling ou pas? J'aurais tendance à dire que oui, même si les règles, parfois, ça crée un cadre puis ça va pousser la créativité, mais moins qu'il y a de règles précises, ça donne... En fait, si on n'a pas besoin de regarder ce qu'on a sur une feuille ou ce qu'il y a sur la table, ça nous permet, j'ai l'impression, d'aller dans nos têtes, puis c'est ça qui va alimenter, qui va inspirer, qui va produire un peu plus de storytelling. Je pense à un de mes jeux, c'est pas vraiment peut-être un jeu de rôle selon à qui on en parle, mais je sais pas si vous connaissez Fiasco. Oui. Oui, Fiasco, c'est un jeu où on raconte une histoire, puis il n'y a pas tant de mécanique ou d'aptitude que ça. C'est assez... En fait, on pourrait complètement enlever la notion des dés qu'on utilise dans Fiasco. Et puis, ça vient du storytelling, je veux dire, pur. C'est vraiment une partie d'improv aussi, là, tu sais, comme c'est une belle expérience. Puis, tu sais, justement pour rajouter à ça, puis t'as absolument raison que moins t'as de mécanique, plus que dans ta tête, plus que tu peux décider un peu comment tu veux le faire. Comme tu l'as dit aussi, des fois, les règles, les règles, le carcan peuvent t'inspirer pour l'histoire. Tu sais, classique D&D, quand ton personnage
il est en train de mourir, puis que tu roules un 20 sur ton histoire contre la mort, puis que tu te relèves à un point de vie héroïquement, puis que tu sauves le combat d'un TPK, puis c'est arrivé quelques fois dans mes campagnes, justement, là, fait que c'est assez incroyable. Tu te dis, ah, c'est fini. Moi, j'étais sur le bord d'annoncer mon TPK, puis paf, la personne, 20 naturel, se relève, paf, combat est sauvé, il gagne, il bat les méchants. Incroyable revirement. Ça raconte aussi une histoire vraiment intéressante. Puis je pense que rider sur les mécaniques, plutôt que se laisser bloquer, ça va pas empêcher d'avoir du bon storytelling. C'est juste qu'il faut pas... Il faut avoir l'esprit ouvert, justement, d'utiliser les dés, les résultats, puis ce qui se passe avec ça pour créer, plutôt que juste dire « j'ai réussi », fait que j'ai pas besoin d'imaginer plus, t'sais. Ben, tout à fait. Si tu me permets de rebondir, c'est comme si les résultats, les dés, les mécaniques de jeu, ils vont faire émerger l'histoire. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai juste une expression en anglais, c'est comme dice-driven narrative, une narration qui est super générée par ouais. les dés. Fait que c'est certain que le moment, ce moment épique on a frôlé la mort, puis qu'on revient, puis on réussit à surmonter le plus gros des obstacles. Si on était seulement dans nos têtes, peut-être que ça n'aurait pas été aussi épique, on aurait peut-être été pas aussi inspiré, ça n'aurait pas fait une aussi bonne histoire, tandis que là, le fait qu'on utilise les dés pour se créer, en fait, ça nous challenge un peu dans notre imaginaire, puis dans notre narration, puis ben, ça nous force à trouver la bonne histoire, à mon avis, avec les mécaniques. Non, c'est ça, puis pour juste, entre guillemets, ben, pas clore, là, le but c'est pas arrêter la conversation, mais tu sais, pour terminer mon ordre d'idée là-dessus, comme si t'as un succès incroyable, des fois, si t'étais purement narratif, t'aurais pas été assez coquille pour essayer ça. Tu sais, tu dis, ben, tu sais, je veux dire, à quel point ça fait héros de roman adolescent, de je me relève contre toute attente. Quand c'est le dé qui le fait, tu sais, c'est comme, oh, j'ai le droit à ce moment. Puis même chose, quand t'es un pro, t'es un expert avec une grosse massue, puis que tu roules un 1, puis que tu perds le combat à cause de ça, c'est comme, ok, mais le gars, c'est un expert, là, il a pas juste échappé sa massue. Comment il a échoué? Pourquoi est-ce que c'est comme cette attaque-là culminante qui scellait le deal? Comment, tu sais, je pense que les dés peuvent vraiment supporter l'affaire. C'est sûr que je vais faire du bon sur ce que le grand mystère dans le chat a dit tantôt. D&D, c'est un système qui te pousse à faire des héros qui sont souvent très optimisés. Puis d'autres systèmes sont beaucoup plus permissifs puis basés sur le RP, moins sur les stats. Ça, c'est vrai. Tu peux avoir des persos optimisés partout, puis tu peux avoir du fun dans D&D avec des persos pas optimisés. Faut juste que le maître de jeu crée une histoire qui fonctionne avec des persos pas optimisés. Parce que si t'as 3 persos optimisés puis un perso qui l'est pas, lui qui l'est pas, il y aura pas de fun. Mais si tu joues 4 fermiers avec leur fourche puis ils cultivent des pommes, le DM va faire une aventure autour de ça. Et t'as pas besoin d'être optimisé. Fait que tu sais, ça revient un peu au point de D&D tant qu'arcane dans des règles d'action, mais tout dépend des joueurs puis du maître de jeu. Ben, tantôt, vous parliez justement de système pour le narratif et autres, mais est-ce que le fait que vous parliez d'être dans votre zone ou de ne pas être dérangé puis d'être capable que... Est-ce qu'on parlerait pas plus d'immersion ou de narration? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de règles, c'est plus facile d'être en immersion dans le monde et dans le système ou ce serait vraiment plus, vous dites, c'est plus fluide au niveau de la narration? Ben, j'aurais envie de dire rapidement, puis je passais la balle à Maxime après, j'ai envie de dire que quand t'as des règles qui disent tu peux faire ça, ça implique souvent tu peux pas faire ça, ça pis ça. Fait que tu sais, quand t'as moins de règles, t'as plus de place à imaginer la narration. Puis j'aime la nuance que t'as mis avec immersion puis narration. Je pense qu'ils sont pas nécessairement rattachés, puis j'aime ça. Ouais, non, c'est un bon point à réfléchir. Maxime, si t'avais de quoi aussi à ajouter là-dessus? Oh, le son il est muté. Hey, je m'excuse. Ça m'arrivera pas la prochaine fois. Narration, immersion, je suis d'accord que c'est
c'est pas en opposition. T'sais, en immersion, on peut dire on est plus en immersion parce que je parle comme mon personnage à la première personne. Je vais peut-être avoir plus une impression d'être en immersion, contrairement à quand je parlais à troisième personne, avec une distance de mon personnage. Puis ça, j'ai pas l'impression que ça a un impact sur la narration qui peut être à la première ou la troisième personne dans tous les cas. Puis je pense que les mécaniques vont orienter la narration. Si on a un jeu qui est... Tu disais un peu tantôt, GSF, là, si on a un jeu qui a des règles qui nous forcent à taper sur des monstres, la narration va finir par être taper sur des monstres. Parce que c'est sur ça qu'on a sur nos feuilles, c'est ça que nos personnages sont basés ou optimisés en fonction de ces règles-là. Fait que je vais donner un exemple un peu au hasard. Là, mettons, c'est un jeu qui met en scène des véhicules, mettons. Si toutes les règles sont orientées pour faire des combats à la Mad Max, ça va finir comme des combats à la Mad Max. Tandis que s'il y a des règles... Moins de chances que tu boives le thé, là. Et à l'opposé, s'il y a des règles, moins de règles qui font qu'on va se battre à la Mad Max, ben tu vas pas finir comme ça. Si on a des règles pour des personnages qui peuvent voler comme des super-héros, on va tous voler puis aller sauver le monde comme des super-héros. Ouais, le système encourage un peu l'ambiance que tu veux donner aussi, c'est ça, puis ta partie. Si tu veux pas avoir à faire ton propre petit système à côté, là, puis d'aller chercher des hacks, puis des ci, puis des ça, c'est sûr que la base d'un système de règles va te dire globalement, voici la vision du jeu. Mais bon, il y a toujours moyen de tout mettre à toutes les sauces, là. Mais ça, c'est sûr qu'effectivement, il y a une influence là-dessus. Honnêtement... C'est une super intéressante question en passant. Oui, hein, on remercie Phil qui a eu plein de bonnes idées. Mais, tu sais, je disais que mes pantoufles, c'était le médiéval fantastique. Mais je dois avouer que, justement, après plus ou moins 20 ans, plus que moins, à faire du D&D, honnêtement, mon prochain projet, il va être vraiment loin du med fantastique. Je sais pas c'est quand que ça va être, parce que Dynasty est loin de terminer, là. Mais je risque de prendre un break de nombreuses années avant de retourner sur du med fantastique, là. Je risque de sauter dans du cyberpunk, du sci-fi ou peu importe, là, vraiment comme un projet totalement différent. Justement, on parlait un peu de style. Je vais rebondir avec la deuxième question, pour continuer un petit peu. Avez-vous un style ou une ambiance qui résonne plus avec vous, soit en tant que maître de jeu ou joueur? Ou joueuse, pour ceux qui sont dans le chat. Parce que des fois, c'est pas pareil. Hein? Quand tu masterises, quand tu maîtrises un système, des fois, t'aimes ça, mais t'aimes ça jouer à autre chose. Pour donner un exemple, là, tout le monde dit qu'il aime ça Shadowrun, mais je connais pas beaucoup de monde qui aime ça maîtriser Shadowrun. Pour donner un exemple. J'ai tellement voulu aimer ça. Mais tu sais, c'est un peu une relation toxique, Shadowrun en général. Là, c'est tu veux aimer ça, tu l'apprends, t'essayes de le faire, puis t'aimes ça, mais Shadowrun t'aime pas. Shadowrun, il s'en fiche de toi, il te rappellera pas le même matin, il s'en contrefiche, là. C'est tellement un système complexe, j'ai jamais réussi, ni moi qui étais le maître de jeu, ni aucun joueur que je connais, à faire un personnage légalement sans utiliser le logiciel Chummer qui était sur Internet. Comme à chaque fois que j'ai passé un perso qui était legit dans Chummer, il me sortait comme 8 erreurs. Je te dis, là, faire un personnage dans Shadowrun, c'est impossible. C'est trop compliqué. Puis ça, je pense que la question d'immersion et tout, là, j'adore le setting, l'univers Shadowrun. Pas capable de le DMer, là. C'est tellement complexe. Est-ce que vous avez déjà essayé de DMer du Cyberpunk? J'ai joué, mais j'ai pas masterisé. Non, c'est faux. J'ai déjà un petit peu... me suis trempé l'orteil avec Cyborg
la version Cyberpunk de Morkborg, que elle, au contraire, c'est genre, c'est super facile. Là. C'est comme même chose pour Cyberpunk Anarchy, qui est un hack simplifié de Cyberpunk Red, que ça, je me dis, hey, ça a l'air tellement hot, Cyberpunk Red, mais tu sais, quand le manuel est ça d'épais, là, tu fais comme... Mais oui, il y a ça. Je pense que c'est ma seule expérience vraiment avec tout ce qui est Cyberpunk et autres. Puis sinon, ben, les jeux vidéo de Shadowrun, ils étaient vraiment bons. Puis justement, ils calculent tout pour toi. C'est ça. Ils ont aussi simplifié pour le vidéo game, là, mais... je l'ai déaimé une fois, Shadowrun. J'ai eu du fun avec l'histoire, mais... les règles. Y a-tu... Dans le chat, là, je suis curieux. Dans le chat, y a-tu du monde qui ont déjà déaimé avec succès du Cyberpunk? Peut-être même qu'on pourra poser la question à notre 4e invité, l'invité mystère qui vient de se pointer. Alex. Oui. Bonsoir. Allô, 2 secondes, oui. Est-ce Yeah. Oui, pas de problème. On t'entend, y'a pas de problème. Il y a Lone 2099, je pense, qui a dit qui a roulé Shadowrun 2e édition en plus. Ouh! Ouh. La 2e édition, c'est en quelle année? C'est-tu elle que j'ai joué en premier? Mon Dieu, ça se pourrait. Quand j'étais au Forgeron Furieux aussi. Forgeron Furieux aussi a fait du Shadowrun puis du Cyberpunk Carbone 2185 quand même. Ouh. Cyberpunk 2020, Long 2099, ok, ça c'est la version qu'il avait faite avant la dernière édition Red, justement. Puis après ça, ils ont sorti 2077 qui a bien sûr inspiré aussi le jeu. Évidemment. Ok. 2e édition, c'est ma première édition de Shadowrun. J'étais un joueur. Puis je comprends pourquoi mon maître de jeu m'haïssait. C'est du Shadowrun, là. Avez-vous déjà joué du Cyberpunk, maître de jeu ou juste joueur, là? T'as quoi, t'avais des réflexes câblés avec 2 AR Raptor, hein? C'est ça? Non, moi j'étais un adepte là, qui lançait 22D par main, fait que j'étais ambidex, fait que boum boum boum, puis là, en tout cas, bref. C'était incroyable, mais c'est tellement complexe. T'as le joueur qui dit, ok, ben, je veux faire sauter le mur. Là, je suis comme, ah ben oui, hein, le mur a des points de résistance, tu lances une grenade, ok, ben, la grenade va frapper le mur, elle va réverbérer, frapper l'autre mur, réverbérer. Il y a tellement de sous-règles à toutes. Puis le monde qui dit, ah ben je vais hacker ci, je vais hacker ça, je vais faire... Il faut que tu prennes toute ta connaissance moderne de la technologie puis que tu cranks ça à 11 pour réfléchir. Ah oui, dans le futur, ces personnes-là auraient clairement des caméras placées à telle place. Parce que, tu sais, les gens, bon, on va rentrer par là. C'est une faiblesse. Comme, OK, oui, c'est vrai, c'est une faiblesse. Comment est-ce que la méga corporation à 20 milliards de dollars par année aurait comblé cette faiblesse-là? Ils peuvent pas juste rentrer de même. Écoute, moi, j'aime ça, mais je suis pas particulièrement bon. Et vous, mademoiselle Alex, est-ce que vous avez déjà vécu du cyberpunk et l'ambiance? Ben, l'ambiance peut-être un peu, là, mais non, j'ai pas vécu du cyberpunk. Parce que là, on est parti sur du Shadowrun et autres, là. Mais tu sais, il y a tout un système autre, mais tu sais, sinon, c'est pour en revenir avez-vous un style ou une ambiance qui résonne plus avec vous? Là, on a compris que on a un profond désir de vivre du cyberpunk, mais que des fois, les systèmes ne nous épaulent pas. Mais sinon, y avait-il d'autres ambiances ou styles qui résonnaient avec vous, soit comme maître de jeu ou joueur-joueuse? Moi, c'est sûr que ça fait 1000 ans que je demande une game de Firefly. Firefly, je dois avouer que ça me parle aussi. On va pas s'embarquer sur le. On va pas s'embarquer sur la discussion de la série cancellée là, mais c'est tellement un univers intéressant là. Ah ouais, Alex, ton micro, faudrait le monter un petit peu. Ok, excusez. Mais sinon, un des défauts de Firefly,
qui a beaucoup de potentiel autre, qui est d'ailleurs avec le Cortex System, qui était aussi avec Supernatural. C'est qu'il est out of print, mais il doit se trouver à quelque part sur Internet. Mais c'est qu'il a été fait à vraiment peu d'exemplaires. Mais bon, souvent l'Internet est votre ami. Moi, j'ai encore ma copie du jeu de rôle de Cortex System de Supernatural. Puis quand j'ai commencé à essayer de trouver d'affaires, j'ai dit, même si je joue plus, je vais la garder. Parce que ça se trouve plus nulle part. Exact. La voix doit être mieux, là. Oui. Mais c'est une bonne suggestion, j'aurais pas pensé, mais c'est vrai que c'est. Il y a une espèce un peu de rétro-futuriste dans Firefly, le côté un peu western, space cowboy. En tout cas, non, c'est. Plein de Fringe Planet avec plein de petits scénarios possibles pour des épisodiques, des scénarios épisodiques, puis t'as du gros lore possible quand tu retournes vers l'intérieur des systèmes. Ouais, le sci-fi en général, ça me parle beaucoup depuis quelques années. C'est juste que c'est intimidant des fois de changer de système. Et toi, Maxime? Je vous entendais parler de Cyberpunk tantôt, puis j'ai jamais joué, fait que s'il y en a qui veulent m'inviter dans une partie ou deux, je suis down. Prenez note. Je peux pas m'empêcher de penser que j'ai un livre que j'ai acheté qui traîne juste trop loin pour que je me lève pour aller le chercher. Moi, j'aime les styles un peu plus d'action, même si j'aime bien le ARP puis le storytelling. J'aime ça quand ça bouge puis il y a de l'action. Le jeu que j'ai juste là, j'ai acheté le livre de G.I. Joe, le jeu de rôle de G.I. Joe. Puis ça a l'air de fitter dans le style d'action que je veux. Bon, évidemment, de nos jours, quelque chose que, comme sous-titre, Real American Heroes, ça peut sonner un peu un petit peu bizarre, mais juste l'aspect action des dessins animés, des comics, je pense que c'est ça qui m'attire plus comme style. J'ai dit G.I. Joe, mais Firefly va dans la même catégorie, qu'on est plus comme dans on est moins dans la politique, je pourrais dire. On est plus dans... Il y a quelque chose à faire, on le fait. Un système comme ça que j'aime bien aussi, que j'ai commencé à exploiter un peu, puis j'aimerais vraiment beaucoup l'explorer plus, mais c'est Stargate. Le jeu de Stargate, ça m'a fait penser à ça, parce que le jeu de Stargate, dans le fond, ça le dit, t'es plus un metteur en scène qu'un metteur en scène qu'un maître de jeu, puis chaque session s'appelle un épisode. Donc c'est vraiment plus monté comme une télésérie que comme une quête qui... Ben, t'as quand même une quête de saison, si on veut, qui va suivre à travers les épisodes, mais chaque épisode est comme indépendante l'une de l'autre. Hein. Fait que c'est super intéressant, puis ça rend le changement de joueur super comme facile. Hein. À quand la campagne de Stargate? Ouais, j'ai un peu trop de projets, puis un peu pas assez de temps... Kendrick. Mais c'est mon but d'en faire quelques-unes dans une année. Yeah. Ça, t'aimes le système ou t'aimes le système mais t'aimes-tu ça, l'ambiance épisodique? Parce que tu sais, il y a d'autres systèmes qui embrassent ça quand même. C'est-tu quelque chose que tu dirais, le système épisodique que je pourrais retrouver, mettons, dans Channel Fear ou dans d'autres systèmes, c'est-tu quelque chose qui te parle aussi ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Ben, les deux. C'est tellement flou. Mais oui, ben, l'ensemble de l'œuvre, parce qu'évidemment, Stargate a une place très grande dans mon cœur. Mais, mais l'idée d'avoir des choses épisodiques. En fait, moi, c'est le balancier, là, c'est l'équilibre. J'aime beaucoup les campagnes lourdes. Moi, j'ai été initiée avec AD&D avec une campagne qui a duré 4 ans et demi de temps. C'était Fait que j'aime ça. Les trucs qui perdurent dans le temps, mais j'aime aussi beaucoup les one-shots comme ça. Ou les trames, tu sais, comme New Cusco, qui se prête super bien à des one-shots aussi, mais tu sais, qu'on revit de façon épisodique. J'adore ça. Puis sinon, l'ambiance, parce que, tu sais, peu importe le système, même si on est dans le futur, le sci-fi, le médiéval ou autre,
il y a plusieurs ambiances qui peuvent revenir pareil. On s'entend, c'est sûr que dans le Cyberpunk, tout est un peu glauque et autres, mais il y a moyen de faire des affaires légères et autres. Mais y a-tu un style d'ambiance qui vient vous chercher? Je sais que tantôt, JSF, tu parlais beaucoup de low magic, de gris entre c'est-tu le réel, c'est-tu l'irréel, mais est-ce que c'est quelque chose qui vient vous chercher, peu importe le système, ou vous pensez que ça vous associe ça vraiment à un système en particulier? C'est une maudite bonne question. Je te dirais de mon côté, chaque système me fait vivre des choses différentes. Fait que tu sais, si je vais faire du cyberpunk, je vais pas avoir ce besoin-là, tu sais, c'est pas du low magic évidemment, parce que à part si t'es dans Shadowrun, il y a du fantastique là. Mais tu sais, mettons que t'es dans cyberpunk 2077, j'aurais pas ce besoin-là. Mais tu sais, non, c'est ça, je pense que c'est vraiment. Chaque système me fait vivre un besoin différent, un itch que j'ai envie de gratter. Fait que. Non, c'est plus ça, de mon côté. Aussi, c'est un peu ça, mais. C'est vrai que je reviens tout le temps vers le médiéval fantastique. Quand je m'éloigne trop, là, ça me manque. C'est peut-être en lien avec les pantoufles dont tu parlais tantôt, JSF, là, que peut-être qu'il y a une espèce de confort aussi qu'on a au médiéval fantastique d'y retourner. Je pense que c'est peut-être un peu aussi le fait que on baigne dedans. Mais on peut avoir du médiéval fantastique qui soit politique, horreur, glauque, flashy. Moi, personnellement, je suis plus comme GSF avec quelque chose de low magic, mais Moi, je pense que. j'ai pas assez. Vas-y. Non, j'allais dire, j'ai pas essayé assez d'ambiances différentes pour dire qu'il y en a une qui a capté mon attention, mon intérêt, puis que je vais y retourner. J'ai essayé un petit peu. C'est peut-être parce que j'ai pas eu les bons maîtres de jeu. Je suis sûr que si je fais quelque chose d'horreur, horreur liminale avec un certain maître de jeu populaire, peut-être ça va complètement changer mon avis. Peut-être. Justement, moi, dans l'horreur, je suis pas tant bon en tant que maître de jeu. Tu sais, je me débrouille, là, mais je serais vraiment curieux, justement, de jouer dans une campagne qui est roulée par exemple, des contes et des dés. Voir à quoi ça ressemble quand quelqu'un qui aime ça vraiment mène ça. Mais je pense que, tu sais, Maxime, t'amènes un point super intéressant pour faire un segue vers le point suivant. Hein? Je te laisse y aller, Phil. J'allais justement le glisser parce que malgré tout ce qu'on parle depuis le début, malgré le fait qu'il n'est pas dans la question, il revient tout le temps. Selon vous, pourquoi le médiéval fantastique est-il si présent et populaire? T'sais, on va parler bien sûr de notre vision québécoise, mais on s'entend que c'est un peu universel à travers le monde. Il y a des endroits que c'est sûr que c'est d'autres systèmes ou d'autres choses qu'on peut pas, mais celui-là, on se le cachera pas, là, il est très présent. Là. Il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup, etc. Fait que d'après vous, pourquoi? Hey, j'aurais envie de commencer avec le commentaire de Drew 20 Sided Dice qui dit que tu peux tout faire là-dedans. Puis ça va avec ce que Maxime disait il y a littéralement 2 minutes. Tu peux faire tellement de choses, c'est du glauque, du politique, de l'aventure, de la baston, peu importe. C'est tellement flexible, puis on s'entend qu'on est baigné dedans avec les différentes téléséries, les films, les animés japonais, les jeux vidéo. Maison Fantastique est partout. Fait que vouloir recréer peut-être des choses que tu vois dans ces séries-là, moi, j'aurais pas fait ça de même. Tu sais, pouvoir adresser ces petites fanfictions dans ta tête, mais comme sur une table, je pense que c'est peut-être un des points qui est attirant aux Medfans. Moi, c'est peut-être ma take. Je sais pas vous ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça a peut-être aussi un lien avec le fait que on en voit dans la vraie vie. C'est facile peut-être se projeter dans le médiéval parce que pas le médiéval fantastique, évidemment. J'espère que ça vous est jamais arrivé de sortir de chez vous puis croiser un troll puis des dragons, ça serait triste, mais juste le style médiéval, il y a des gens qui sont peut-être même pas des rôlistes qui
qui vont s'habiller médiéval, qui vont aimer le style, peut-être qu'indirectement, ça nous envoie dans cet univers-là. C'est pour ça peut-être qu'on a une certaine facilité à s'y connecter. Si, tu sais, c'est comme justement tout le côté. Mettons qu'on prend juste médiéval sans le fantastique, ça reste notre histoire, ça reste des choses qu'on est capable de faire des référents à. Tu sais, c'est ça, justement, on se baigne dans mythologie grecque pour les panthéons, ou on pige dans les mythes et légendes de faits historiques, de choses qui se sont passées, qui sont vécues. Je pense que ça, c'est un peu, je dis pas que c'est facile, mais c'est facilitant où l'imagination peut se diriger plus facilement à travers ça, je pense, autant pour créer que pour vivre dans ce genre de monde-là. Donc, c'est sûr que ça rajoute le fantasy à travers quand on parle de mythologie, mais je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de référents externes aux jeux de rôle qui pointent vers ça. Créatures fantastiques, ces choses-là. Moi, c'est bon point. Il y a Karn Salander qui dit aussi, je pense qu'on y revient toujours parce que pour à peu près tout le monde, c'était le RPG d'introduction au RPG avec la création de Donjons et Dragons. Ça permet, Private Eye QC dit que ça permet de s'évader de la vie moderne. Lone 2099, il dit parce que le médiéval fait rêver, l'ambiance, les armures, les robes, les chevaux, Arthur, Lancelot, Romain des Bois, c'est iconique. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de récits là-dessus. Effectivement. Je pense que, comme tu disais, GSF, là, les livres, les séries, les livres avant même toutes les séries puis les films, puis même encore là, je veux dire, je sais pas si vous avez regardé, on se dit, il y en a pas bien, mais regardez les films des années 70 puis 80, genre les Excalibur, puis tout, il y a beaucoup d'heroic fantasy, puis de pulp aussi, du Conan, puis autres. Si vous regardez, là, il y a plein de films de série B qui sont médiévales, ou fantastiques, là, ou les deux ensemble. Il y a aussi les Star Trek de ce monde, mais je pense que il y a peut-être beaucoup plus de quantité, comme tu dis, Phil, sur le Betfan, même s'il y a des super hits depuis longtemps, comme sur du sci-fi et autres. Je pense que la quantité gagne, entre guillemets, sur la représentation. Là, je veux dire, il y en a tellement partout. Tu tournes à gauche, c'est ça que tu vois. Là, tu vois un Conan, tu regardes à droite, tu vois un Arthur. Ouais. Puis on se le cachera pas. Maintenant, il y a eu quand même des séries au Canada puis aux États-Unis qui ont quand même été assez populaires, qui ont inspiré ça. C'est sûr que c'est plus mythologie, mais Hercule, Xena, Sinbad. Je veux dire, je pense qu'on... Conan, ouais, c'est ça, c'est juste à la télé, même pas au grand écran. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses avant Le Seigneur des Anneaux, que lui, ça, on s'entend que ça a fait exploser bien, ça a fait rêver bien des gens, là, avec tous les films qui ont vraiment brassé beaucoup d'émotions positives ou négatives selon l'auditoire. Mais je pense qu'il y a eu ça aussi qui a quand même dû bercer une certaine génération. Même les Schtroumpfs, c'est du Metfan. Oui, c'est vrai, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs, à la base, c'est un spin-off de Johan et Pierre-Louis qui était un chevalier puis son laquais qui allait faire des aventures. Je veux dire, presque toutes les fans, même dans du moderne, la série Percy Jackson, que c'est un enfant de Zeus ou Poséidon, je pense, en fait, là. C'est encore du fantastique antique, c'était pas médiéval, mais ça reste quand même dans la même... on est moderne, mais on est antique. On est fantastique, c'est comme... On dirait que peu importe ce qu'on fait, on revient toujours dans cette direction-là. C'est un peu ce que disent, je pense, Drew et Karn. Drew et Karn qui disent dans le chat, qui parlent de Star Wars, qu'en fait, Star Wars, c'est de la science-fiction, mais en fait, c'est des chevaliers, c'est des... Il y a de la magie, il y a des épées. Il y a la princesse, il y a la princesse. Fait que même dans d'autres contextes qui seraient pas médiéval fantastique, on dirait qu'on injecte du médiéval fantastique puis des référents de ce style-là. Peut-être c'est inévitable, c'est peut-être dans nos gènes. Ouais. Ben ça, tu rentres dans un gros débat si Star Wars est de la science-fiction. En théorie, la vraie catégorie, ça devrait être Space Opera, parce que la science-fiction est supposée être un reflet de la réalité, mais comme tu dis, il y a du fantastique, il y a des religieux magiques, il y a des sabres laser, il y a du son dans l'espace, puis il y a tout plein d'affaires, là, mais oui, c'est vrai, c'est vraiment un gros côté fantastique, puis c'est vrai que c'est calqué sur
les légendes, quasiment des légendes arthuriennes, on pourrait dire. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais là, c'est ça, là, on a comme plein de livres, on a plein de littérature, on a l'histoire autre. Pensez-vous qu'on a été modelé à aimer le médiéval fantastique? Ou c'est parce que justement, c'est que ça offre tellement de liberté? C'est la question que je me pose avec tout ce qu'on est en train d'échanger. Hein. J'aime pas la réponse que je vais donner, mais je pense que c'est facile, le maître fantastique. Tu sais, quand tu fais, mettons, du sci-fi ou du cyberpunk, faut que tu réfléchisses. À part si t'es pas aussi intense que The Expanse, qui sont vraiment beaucoup trop réalistes, sont intenses, là. Mais tu sais, faut que tu réfléchisses. Ok, bon, le voyage intersidéral, il utilise quoi comme carburant? Peut-être pas obligé d'en parler, mais comme, ok, quand il voyage d'une galaxie à l'autre, c'est-tu sur une semaine, sur une année? Ça implique les distances dans les différents systèmes solaires, sont combien de temps? C'est quoi les enjeux, les astéroïdes? Tu réfléchis à plein de choses. Quand tu fais du médiéval fantastique, au pire, tu réfléchis comment la peste se propage. Mais tu sais, en général, tu peux tout inventer, puis si ça dérange pas vraiment, tu peux juste dire magie. Puis ça règle la chose. Parce que l'autre, c'est comme science. Puis il y a du monde qui font comme oh, ta science est pas bonne. Ta rivière, elle va pas dans le bon sens. Fait que tu sais, c'est. Je pense que c'est ça. C'est juste plus facile. Mon opinion. Je suis 100% d'accord avec le parce que magie. Le TGCM, comme Le TGCM, c'est classique, là. Parce que dans la science-fiction, on peut pas faire ça. Fait que ça demande une réflexion, un effort cognitif un peu plus poussé pour décider ça se peut-tu ou pas. Je suis en train de me faire inventer des histoires ou pas. Je pense que tu peux toujours dire comme ah, c'est une science qu'on comprend pas encore, mais tu sais, ça revient un peu à TGCM, puis ça revient un peu au fait de on va vouloir avoir la réponse éventuellement. T'sais, tandis que c'est un phénomène magique qui fait en sorte que la lune elle se lève puis elle se couche comme à l'est puis elle reste à l'est. C'est comme c'est comme c'est de la magie ou whatever. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus permissif sur le fantastique. Tu sais, le cyberpunk, tu vas vouloir hacker littéralement la poubelle automatique. Là. Tu vas vouloir hacker tout. Tu vas vouloir tout faire dans du cyberpunk. Fait que c'est encore plus complexe que du sci-fi qui est tellement loin que tu peux dire c'est un carburant spécial trouvé sur des aliens. Je pense que la base de fans d'un bar puis de l'autre, elle est différente aussi. Puis ceux qui aiment le sci-fi, oui, peut-être plus du monde justement axé. Je suis d'accord avec toi. Je vais pas commenter plus, je vais pas finir ma phrase. Moi, je pense que j'aimerais jouer à du sci-fi, mais d'aimer du sci-fi, c'est pas facile, puis ça va me prendre des joueurs qui vont pas faire oh, mais là, faut que tu m'expliques comment le système orbitationnel de cette galaxie fonctionne. Comme, non. Si tu veux jouer à du sci-fi avec moi, tu prends ton vaisseau, on fait des piou-piou, tu vas porter des colis, puis on s'obstine sur des courses dans des ceintures d'astéroïdes, là. Mais demande-moi pas de la science, là. Je suis pas en physique quantique. Il y a Karn Salander qui dit « Je pense pas qu'on a été modelé. Dans les années 80, le roleplay fantastique était littéralement démonisé. » Je pense que... Oui, moi, oui, le jeu de rôle, mais comme j'ai dit, si on regarde toutes les émissions des années 80, 90, la série de films des années 70, que c'était genre des Excalibur, puis des Camelot, puis des affaires, tu sais, les genres des rois Arthur, là, si vous trouvez, là, si vous allez voir là, les registres des films avec la thématique médiévale, là, vous allez voir que c'est quand même vieux. Tellement que je pense que nous, au Québec, on a dû voir juste la pointe de l'iceberg. Il y en a beaucoup qui n'ont pas dû être traduits tellement qu'il y en a eu. Mais oui, c'est sûr qu'il y a eu toute cette démonisation dans les années 80, en effet, qui a fait peut-être qu'il y a une sous-culture qui en est née. C'est vrai. C'est très possible. Je m'excuse, c'est semi-pas tant pertinent. Mais je sais pas pourquoi, mais parler de médiéval fantastique puis de sci-fi, moi, j'ai juste pensé à la princesse astronaute. Oh! Oui, c'est vrai! Fallait que je partage cette bulle-là qui est passée dans ma tête. Mais là, c'est-tu un space opéra ou c'est du sci-fi?
C'est du médiéval fantastique. Sci-fi. C'est J'aimais tellement ça, là, après ça, astronaute quand j'étais jeune. Mais il passait jamais dans l'ordre, il passait comme dans le désordre n'importe comment, en tout cas, ça c'est une autre montée de lait. Littéralement Firefly. Ben écoute, je pense qu'on a abordé plusieurs sujets vraiment intéressants. Les autres points, je pense que ça vaut vraiment la peine, ceux que tu avais préparés, là, de les garder pour notre prochain parce qu'on leur fera pas honneur en 2 minutes. Là. Fait que soyez à l'affût pour notre prochaine discussion, hein, le mois prochain par rapport à tout ça. Mais quand même, hein, juste pour aller faire un petit tour rapidement dans le chat, plusieurs personnes qui donnaient leurs opinions, puis c'était vraiment cool de vous lire. Paranoia, c'était effectivement très paranoïaque comme ambiance. La science-fiction, ça existe aussi, fait juste penser au voyage au-delà de la vitesse lumière. Inévitablement, tu vas devoir accepter que ça n'a pas de fondement scientifique à un point. C'est un très bon point. La plupart des séries sci-fi qui disent on va du faster than light, déjà t'acceptes le suspension of disbelief qui va avec, là. Je pense qu'on est d'accord que dès que t'es rendu là-dedans, en tout cas, peut-être qu'on a retard, là. Peut-être que nous du futur, à l'an 3200, vont faire comme ha! Il y avait tort, ces 4 dudes-là et dudettes sur ce stream. Mais jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on va se décomposer si on va en FTL. Ça, c'est autre chose. DME du Cthulhu peut être plus compliqué par moment aussi, nous dit la théorie du chaos. Puis ça, je trouve que ça rentre dans la même vibe un peu horreur, qui est pas ma force. J'adore ça. Théoriquement parlant, j'adore ça. Mais ça, je pense que si vous voulez voir de l'horreur, vous devriez vous rendre sur la chaîne YouTube des Contes et des dés. Puis aller voir les différents épisodes qu'il a postés jusqu'à maintenant. Hein, donc, c'est Lovelace, c'est ça la résidence Lovelace? Ben, il y a eu le Funnel qui est résidence Lovelace. Mais il y a eu aussi après ça la mini-série qui est le Lovelace Resort. Que, si vous rendez jusqu'à la fin, il y a l'épisode 6 qui va sortir dans pas si longtemps que ça. Là. L'épisode 4 est sorti cette semaine, 5-6. Vous allez voir qu'il y a des petits liens à faire, puis pourquoi les deux, il y a Lovelace dedans, et etc. Mais bon, ça va être à découvrir. Mais sinon, Dead Mall avec Cusco, c'est sûr que c'est très, très léger au début. Puis à la fin, souvent à la dernière heure, ça dérape. À part quand les influenceurs passent proche de se tuer juste en faisant des niaiseries, là, mais bon. Ah, mais ça, c'est un classique. Voyons donc, des niaiseries! Ça arrive pas. Est-ce qu'on avait un mot de la fin sur le sujet? Est-ce qu'il y avait un autre point que vous vouliez amener, Maxime, Alex, Phil, ou est-ce qu'on saute dans la co-création? Je voulais juste dire que c'est vraiment le fun, toutes ces questions-là. C'est de valeur que ça soit déjà fini et je suis prêt pour la suite. Excellent. Ben écoute, on te réinvitera. Hein? On n'est pas sorteurs.